Nous sommes le 11 avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le phonique ne parvient plus à effectuer sa mission de faire des suivis initiés par les communes. Le pourquoi dans ce journal. Les vols commis après avoir endormi les veilleurs ont repris au Burundi, tout comme le trafic d'êtres humains dans certains hôpitaux de Bujumbura. C'est regrettable que le gouvernement burundais soit insensible à la commémoration du génocide des Tutsis rwandais. Ce sont les propos du docteur Jean Minani, président du Sénared. Hors de nos frontières, destitution du président soudanais par son armée. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le phonique aujourd'hui n'effectue plus ses missions, ne parvient plus encore à faire des suivis des projets qui sont initiés par les communes comme il le faisait dans le temps il y a 2 ans. C'est cette raison qui a poussé Edouard Nduwimana, l'ombudsman, à animer une réunion avec les représentants du phonique. Edouard Nduwimana demande aux administrateurs de travailler avec les représentants du phonique pour le développement du pays. Les différentes réunions et descentes que nous effectuons dans les différentes communes, il nous a été rapporté par les représentants de la population que le phonique aujourd'hui n'effectue plus ses missions comme il le faisait dans le temps il y a 2 ans. Et que le phonique aujourd'hui ne parvient plus à faire le suivi des projets qui sont initiés par les communes. Et que les marchés aujourd'hui qui sont effectués dans les communes, le phonique ne parvient plus à faire ce suivi et du coup il y a certainement quelques marchés qui sont mal effectués aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui le phonique ne parvient plus à mobiliser les fonds pour renforcer les capacités des administrateurs communaux dans le cadre des plans de développement communautaire. Après ce constat dû à nos descentes, nous avons jugé opportun de faire cette réunion avec les représentants du phonique qui nous ont confirmé effectivement que le constat fait par la population est le même qu'aujourd'hui le phonique n'effectue plus ses missions comme il le devait conformément au décret qui régit le phonique. Entre autres contraintes, nous avons constaté qu'aujourd'hui, par quelle loi ou quelle réglementation, on n'a pas pu le souligner, que pour effectuer une descente et parler avec l'administrateur communal, les cadres du phonique doivent préalablement avoir une autorisation au sein du ministère de l'Intérieur, comme si c'était une ONG étrangère ou une organisation en dehors de l'organigramme public burundais. Ça, c'est une contrainte du moment que les communes sont les membres du conseil d'administration du phonique. Je ne vois en quoi cette interdiction d'être un interlocuteur direct avec l'administrateur communal peut vraiment aider au développement de la commune. La police burundaise affirme avoir arrêté une personne d'origine tanzanienne. Cette personne est impliquée dans la distribution des médicaments aux voleurs des banques pouvant faire endormir les veilleurs. Cette annonce est de Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police nationale. Suivez-le. Il existe des vols qui se font après avoir fait endormir les veilleurs des banques, soit les policiers éparpillés sur les agences des banques de l'intérieur du pays, notamment à Gitega et ailleurs. Certaines banques ont été volées via ce système. On en a informé la population que la police est à la recherche de ces voleurs. Celui qui fait la vente de ces médicaments a été arrêté. Il a été arrêté dans la nuit du 25 mars 2019 lors d'un vol perpétré dans un magasin appartenant à certains Nyandulik sur la route à venir de l'Italie à mairie de Bujumbura. Les marchandises volées ont une valeur de plus de 32 millions de francs. Ce vol a été commis après avoir fait endormir 3 veilleurs. Le propriétaire a vite signalé la police et la police, dans ses enquêtes, a trouvé beaucoup de marchandises volées dans le quartier Ngagara 10, à côté de la CETEMI. Des marchandises de plus de 8 millions de francs ont été retrouvées. C'est à cet endroit même que la police a trouvé d'autres marchandises de cette personne volées à Gitega le 15 décembre 2019.
ivyo navyo vyari vyibwe mu mwaka wa 2018 tariki 15 z'ukwezi kwa 12. Ce porte-parole de la police fait savoir également que le centre de santé Baktlab, se trouvant dans la zone Rohero 1, en mairie de Bujumbura, est en collaboration avec les personnes qui font le trafic des êtres humains. Cette déclaration intervient du moment où la police a fait une fouille perquisition et en a arrêté 2 filles soupçonnées dans ce trafic. Suivez-le encore une fois. Le 8 avril dernier, ici à la mairie de Bujumbura, dans la zone de Rohero 1, avenue de l'université, au centre de santé Baktlab, la police a découvert un centre de santé qui est impliqué dans le trafic des êtres humains. La police s'est rendue directement à ce centre de santé et y a appréhendé 2 victimes du trafic des êtres humains, 2 filles qui avaient sur elles des cartes de vaccination, cartes jaunes, qui leur permettent de voyager dans les pays étrangers et qui avaient également des passeports neufs. Et la police a poursuivi la fouille dans ce centre de santé et y a saisi 27 passeports tout neufs et 30 cartes jaunes, dont 2 étaient vraies et les 28 étaient fausses. La police a également saisi un ordinateur qui est utilisé par les agents de ce centre de santé pour faciliter ce trafic des êtres humains. Le propriétaire du centre de santé a été également appréhendé par la police. C'est un certain Osman Ali Hussein. Il est kenyan, mais d'origine somalienne. Et la police y a appréhendé également, à part ce propriétaire de ce centre de santé, 2 victimes, une certaine Dahabonayo Goret et une certaine Kamariza Janati. La police a également appréhendé 2 laborantes de ce centre de santé qui vont maintenant être transférés devant la justice. Pierre Nkurunziza a animé mercredi une séance de moralisation à l'intention des natifs et des administratifs de la province de Burundi. Il s'agissait de leur prodiguer des conseils sur le changement des mentalités. Le porte-parole du président Jean-Claude Karegwa a indiqué que Pierre Nkurunziza a recommandé aux décideurs en matière de l'éducation de reformuler le système éducatif burundais pour que les Burundais n'apprennent pas pour apprendre. Suivez. Il conseille à la population de donner tout à leur pays, d'imiter le bon exemple de nos ancêtres. Le chef de l'État a tenu à retracer le parcours par lequel le Burundi est passé, un parcours des fois jonché d'obstacles, un parcours parsemé de problèmes, mais des problèmes qui ont été toujours surmontés grâce à la bravoure, grâce à un sens poussé de patriotisme qui a caractérisé les anciens Burundais. Le chef de l'État constate que la réussite du peuple burundais dans le passé est due avant tout à la vision de nos ancêtres, une vision qui mettait Dieu au centre. Ici, il demande au peuple burundais de revenir sur cette vision, mais en plus de cela, de changer de mentalité. Il demande aussi de décider en matière d'éducation, de reformuler, de revoir le système éducatif burundais, un système éducatif qui doit être refondu selon le chef de l'État pour que les Burundais n'apprennent pas pour apprendre, mais que les Burundais apprennent pour avoir de l'intelligence, une intelligence qui peut les guider vers d'autres connaissances. Rubrique santé, les changements climatiques qui changent avec les saisons pluvieuses, les défis liés à l'observation des malades qui ne prennent pas les médicaments, ne pas se faire dépister quand on a les premiers signes. Telles sont les raisons qui font que la maladie comme la malaria, la tuberculose, continue à se manifester au Burundi. Selon Dr Jocelyne Sanzerugede, tout Burundais est appelé à contribuer pour lutter contre ces maladies. Chaque maladie a ses spécificités. Je dirais par exemple le défi climatique. Vous verrez que le paludisme a des pics avec qui changent avec les saisons pluvieuses. Par exemple, dans la 2e saison culturelle, vous voyez qu'il y a beaucoup de cas de paludisme par rapport à d'autres saisons. Et il y a aussi des défis liés à l'observance des malades par rapport à la prise du médicament. Et, par exemple, vous pouvez constater qu'il y a des malades qui ont la tuberculose multirésistance, qui ne répondent pas au traitement classique
contre la tuberculose. Donc nous devons sensibiliser et les malades et les cas contacts des populations, la famille et les autres dans la communauté environnante pour que nous soyons tous sensibles et sensibilisés pour prendre soin de notre vie, de notre santé et déclarer les cas. Donc l'amener aux soins de santé, au centre de santé ou à l'hôpital, mais aussi se faire dépister rapidement quand on a les premiers signes. Ça aide à préserver la santé de la famille, des personnes qui vous entourent. Et nous devons encore sensibiliser pour que chaque Murundi prenne soin qu'il doit contribuer dans l'atteinte de ces résultats et à vaincre ces maladies. Et maintenant, page droit de l'homme. Parler du sang mal, ça soulage, mieux ça guérit. C'est par cette voie qu'Aline Munedzero est passée. Il s'agit d'une femme burundaise survivante de viol. Elle a été prise de force par 4 hommes, 2 policiers et 2 civils. Pour elle, le premier remède pour se remettre du traumatisme causé par ce type de crime, c'est en parler. Aujourd'hui, Aline Munedzero est membre du réseau mondial SEMA, qui signifie parle en swahili, mise en place par le célèbre médecin congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel. Elle demande à toutes les femmes burundaises qui ont subi le viol de se joindre à elle pour faire entendre leur voix à travers le monde. Après avoir été violée, tutoyée, je me détestais. Il est arrivé même un jour où j'ai voulu me suicider. Mais j'ai regardé, je me suis dit non, il ne faut pas. J'ai besoin encore de vivre. J'ai des enfants qui ont toujours besoin de moi. Je me suis dit non, il faut que je lutte. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour moi et pour mes enfants. Aussi pour mes sœurs burundaises. J'ai commencé par là à m'accepter d'abord et accepter ce qui m'est arrivé. Et je me suis fait soigner. J'ai eu la chance d'être entourée par des personnes qui me comprennent jusqu'à aujourd'hui. J'ai approché l'handicap international dans son volet psychologie et aussi la maison Shalom qui est là pour nous. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres femmes, beaucoup d'autres femmes qui ont connu le même sort que moi. Je me suis dit non, même si on est en train de nous soigner, de nous suivre psychologiquement, il faut qu'on parle et que le Burundi sache que nous ne nous tairons pas et que la communauté internationale sache ce qui se passe au Burundi. En plus des crimes qui sont en train de se commettre là-bas, qu'il y a aussi le viol qui est en train de se commettre, surtout sur les femmes burundaises de l'ethnie Tutsi. Quel est aujourd'hui l'impact de votre décision de parler? Ouais, l'impact de ma décision de parler, je pense que j'ai ma façon seulement de représenter mon pays au niveau international. J'ai été écoutée. Oui. J'ai été écoutée parce que quand j'étais au Luxembourg, tout le monde demandait au Burundi, ça existe. Ça existe aussi au Burundi. Parce que tout le monde pensait que ce crime de viol existe seulement au Congo, en Guinée, en Centrafrique, en Colombie, au Kosovo, en Ukraine. Mais aujourd'hui, il y a le Burundi aussi. J'ai parlé pour le Burundi. Et sur votre propre personne, quel a été l'impact du fait de pouvoir parler de cela? Maintenant, je suis soulagée. Je suis soulagée et maintenant, depuis que j'ai commencé à parler, surtout avec les médias, depuis que j'ai commencé à parler avec les médias, il y a beaucoup de femmes qui me contactent, qui me disent « Bravo, madame, tu as pu, tu as osé, et maintenant nous sommes avec toi. Nous aussi, nous voulons parler. » Maintenant, demain, si rien ne change, demain à 10h, nous avons une réunion avec ces femmes. Je ne les connais pas, parce que les données de toutes ces femmes sont confidentielles. Ouais. Mais demain, elles m'ont promis qu'elles aimeraient me rencontrer et partager avec moi mon expérience. Dans la politique, c'est regrettable que le gouvernement soit insensible à la commémoration du génocide de 1994.
au Rwanda alors que plusieurs pays de tous les horizons ont compatis avec les Rwandais. Le docteur Jean Minani, président du Sénared, dit que son organisation politique a pris la décision de donner un message de compassion au peuple rwandais à la 25e commémoration de ce drame pour montrer la solidarité. Les organisations internationales et régionales devraient être toujours attentives pour prévenir avant que l'eau ne déborde la vase comme ce cas tragique du Rwanda. Nous voudrons nous joindre et joindre notre voix avec nos frères rwandais au moment de la semaine de commémoration du 25e anniversaire du génocide pour leur dire que nous sommes ensemble. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est une catastrophe humanitaire, c'est quelque chose d'indescriptible qui restera gravé dans la mémoire de tout le monde et d'ailleurs du monde entier. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est-à-dire au génocide, c'est tout aussi, s'est passé aux yeux du monde, aux yeux des voisins, de la communauté est-africaine, de l'Union africaine, de l'Union européenne, même de l'ONU, sans que personne ne puisse empêcher ce crime capturé. Tout le monde donc devrait avoir son conscience et travailler dans le sens jamais un tel crime ne puisse se commettre au Rwanda, au Burundi, dans toute la sous-région, dans l'Afrique, un pays voisin, un pays frère ne soit pas représenté au plus haut niveau, se joindre avec ses frères. Cela montre que le pouvoir qui est à Bujumbura est un pouvoir qui ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est un pouvoir inconscient. S'il était conscient, il aurait été ici, exprimer au moins l'amitié, la fraternité du peuple burundais envers le peuple rwandais. Nous l'avons pas fait. C'est pour cela que nous avons décidé de donner ce message à la face des autorités qui auraient dû le faire, puisque nous sommes mal dirigés, c'est comme ça demain. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, le président soudanais Omar El-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée. Le vice-président et en même temps ministre de la Défense a annoncé la chute du régime et la mise en place d'un conseil de transition tenu par les militaires ce jeudi à la mi-journée. C'était après 4 mois d'un mouvement de contestation populaire. Il a aussi dévoilé une série de mesures pour cet état d'urgence qui restera en vigueur durant les 3 prochains mois, parmi lesquels la fermeture des aéroports. Le point avec Thierry Wiglindavi. Depuis le début de la matinée de ce jeudi, la situation était très confuse à Khartoum. La foule avait laissé exposer sa joie ce matin après l'annonce par plusieurs médias arabes et occidentaux d'un départ du président Omar El-Béchir. La télévision nationale avait annoncé dès le matin l'imminence d'un important communiqué de l'armée. J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef, a déclaré le général Awad Ibn Auf, vice-président et ministre de la Défense nationale, sur la chaîne d'État à la mi-journée. La mise en place d'un conseil de transition militaire qui va diriger le pays pendant une période de 2 ans, la fermeture des aéroports et un couvre-feu commençant à 22h, telles sont les mesures également annoncées par le désormais homme fort de Khartoum. Pourtant, les meneurs du mouvement de contestation au Soudan rejettent le coup d'État de l'armée et promettent de poursuivre les manifestations. Le régime a annoncé un coup d'État militaire en présentant encore le même visage contre lesquels le peuple s'est levé, a indiqué dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement, appelant les Soudanais à continuer son sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum et à travers tout le pays. Les États-Unis d'Amérique et les 5 pays européens membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne, ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Soudan. La session à huis clos devrait se dérouler ce vendredi. La goutte qui a fait déborder le vase a été la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre. À travers tout le pays, des millions de Soudanais ont appelé au départ du désormais ex-président Béchir. Ce dernier a tenté de réprimer la contestation par la force, puis a instauré le 22 février l'état d'urgence à l'échelle nationale. Ce soulèvement populaire a été marqué par le bravoure des femmes soudanaises qui ont répondu massivement à ces manifestations. Omar El-Béchir avait accédé à la présidence à la faveur d'un coup d'état militaire en 1989. Il a dirigé le Soudan sans partage pendant une 30aine d'années. Il était sous le coup de 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le premier mandat d'arrêt avait été émis le 4 mars 2009, le second le 12 juillet 2010. Merci Thierry, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.